La hausse des taux est-elle une opportunité pour recharger sa poche obligataire européenne? Voilà le sujet qui va nous animer donc dans Marché financier et opportunités dans cette première partie d'émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir, comme d'habitude, donc dans cette première partie, Jonathan Lévy. Bonsoir Jonathan Lévy. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes cofondateur et président de bienprévoir.fr. Alors c'est vrai qu'on traverse un moment de marché un petit peu particulier où on n'a plus tellement de certitudes, mais on a l'impression que c'est le moment, quelque part, pour l'Europe de tirer son épingle du jeu, en tout cas pour les investisseurs, de regarder particulièrement le continent européen, Jonathan Lévy. Oui, effectivement, une fois n'est pas coutume, c'est depuis longtemps la première fois qu'on a un choc de marché et que l'Europe traverse ce choc assez bien, mieux en tout cas que les autres grandes zones économiques que sont la Chine ou les États-Unis. Bien sûr. La guerre commerciale lancée par les États-Unis, lancée par Trump lui-même, quelques Oui, on peut semaines. dire lui-même d'ailleurs, parce que son représentant du commerce n'avait pas l'air d'être tout à fait au courant de toute la situation. Complètement, même s'il n'a pris personne par surprise, parce qu'il le dit depuis des mois, c'est dans son programme, et même depuis des années. Bien sûr. Même Oui. lors de son premier mandat, il a un dogme sur les droits de douane, donc il attaque là-dessus, il a lancé de nouveau sa guerre commerciale. Il n'y a pas vraiment de surprise. Mais en tout cas, la conséquence, c'est que les États-Unis sont la zone la plus touchée à court terme, en tout cas pour 2025. C'est eux qui vont perdre le plus. Vous vous rappelez, en tout début d'année, on avait évoqué le potentiel et la vigueur de l'économie américaine Bien sûr. avant qu'il lance cette guerre commerciale avec autant d'intensité. On disait que l'économie américaine tournait sur un rythme de 2,6% pour 2025. On s'attend maintenant à ce que l'économie tourne à un rythme de 1%. Une baisse de plus de 1,5% sur l'année 2025. C'est les conséquences de la guerre économique, de la guerre commerciale lancée par Trump. Et avec un président américain qui en est conscient, puisqu'il avertit lui-même le peuple américain de dire il faut passer par là dans ma stratégie. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça évolue dans les prochains jours. Voilà, donc en tout cas, c'est la posture qu'il prend. Bien sûr. Ça va durer, Bien sûr. on ne sait pas, parce que je rappelle que, contrairement à d'autres acteurs, lui, il a en tête des élections midterm l'année prochaine, et donc il ne va pas pouvoir faire une guerre commerciale pendant des mois et des mois encore. Je pense que ça va s'arrêter. Et on pourra en reparler. Il y a aussi d'autres rappels. La dette américaine, qui est sur des niveaux extrêmement élevés. On a beaucoup parlé du risque sur la dette française, ici même à ce micro, en dehors. Le taux de dette sur le PIB des États-Unis est bien plus dégradé que celui de la France. Lorsque les États-Unis sont en pleine croissance, ça ne pose pas de problème. Lorsque la croissance ralentit, ça devient un sujet. Et les taux d'intérêt aux États-Unis ont beaucoup monté et ont commencé même à inquiéter. C'est peut-être pour ça qu'il a fait machine arrière et qu'il a suspendu pendant 90 jours les droits de douane. Il a été rappelé à l'ordre par la patrouille. Les marchés financiers ont toujours raison. Alors ça, c'est effectivement pour expliquer le contexte dans lequel on se trouve actuellement. Et ce que vous dites, Jonathan Lévy, c'est regardons particulièrement l'Europe qui se montre particulièrement résiliente dans la période. Effectivement, je vous ai ramené un graphique pour vous dire, regardez en particulier l'obligataire européen, parce que les taux ont quand même monté en Europe, malgré tout, avec la guerre commerciale. Je vous ai dit, la zone euro et l'Europe est moins impactée par la guerre commerciale que les États-Unis eux-mêmes, mais ils sont quand même légèrement impactés. Et les conséquences de cette guerre commerciale sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires, c'est une hausse des spreads de crédit, hausse des taux d'intérêt des entreprises. Bien sûr. Et donc pour nous investisseurs, il y a un intérêt du coup à prêter aux entreprises de bonne qualité, dont on pense qu'à vous rembourser l'argent de nos clients. Un petit peu plus. Parce que ça rapporte un petit peu plus. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphe. On a beaucoup entendu sur les marchés tout au long de l'année 2024, c'est le bon moment pour aller sur l'obligataire. Et certains le disaient même encore pour 2025, il faut y aller. Mais regardez, en fin 2024, les taux étaient quand même au plus bas depuis un an. Oui, bien sûr. On pouvait se poser la question quand même de l'intérêt d'aller sur cette classe d'actifs. Au bout d'un moment, lorsque les taux baissent et baissent et baissent, peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter d'y aller. Avec la guerre commerciale, on le voit que les annonces de Trump ont eu pour effet de faire remonter ces taux-là et donc de redonner des couleurs à cet investissement. Donc c'est l'obligataire investment grade en Europe.
Ça veut dire qu'on revient à l'heure actuelle sur des niveaux qu'on connaissait en début d'année 2024, là où on évoquait notamment tous les fonds obligataires à échéance, par exemple, ou les stratégies obligataires. On parlait même de produits structurés à capital garanti, c'est toujours le cas aujourd'hui. Exactement. Mais Ouais. on revient sur ces mêmes niveaux qui amenaient justement les investisseurs vers l'obligataire. Oui, mais avec une structure différente. C'est-à-dire que les taux sans risque ont baissé et les taux des spreads crédit ont augmenté. Donc, D'accord. le risque de crédit augmente. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, il y a un risque de ralentissement économique, plus fort aux États-Unis, mais malgré tout, même en Europe, il existe. Donc, ce risque macro a un impact sur les marchés financiers, sur les spreads crédit. Mais par contre, le taux sans risque baisse parce que lorsqu'il y a un risque de récession ou de ralentissement économique, ça donne plus de marge de manœuvre aux banques centrales pour baisser les taux. Et en particulier en fait à la BCE, plus qu'à la Fed, parce que la BCE est dans une situation où l'inflation est plus sous contrôle qu'aux États-Unis. En France, l'inflation est à peu près à 1%, en dessous de 1%, Bien sûr. quand le niveau cible de la BCE est à 2%. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil dans toute la zone euro, mais quand même pour vous dire que l'inflation est à un niveau quand même assez bas actuellement. Ça donne des marges de manœuvre assez fortes à la BCE pour baisser les taux d'intérêt. Ça, c'est le taux sans risque. D'accord. Donc, le taux sans risque baisse, mais les spreads de crédit montent. Au global, les spreads de crédit ont un peu plus monté que les taux sans risque. Et ça donne une perspective intéressante. Une fois qu'on aura traversé l'année 2025, si, comme je le dis, les tensions commerciales redescendent, vous devriez avoir une baisse des spreads de crédit Bien et sûr. donc une hausse des valorisations des obligations d'entreprise. C'est pour ça qu'il faut y aller aujourd'hui. C'est des niveaux qui nous Il y a une semblent fenêtre intéressants. aujourd'hui, si je Il y a comprends une bien. fenêtre aujourd'hui pour acheter des obligations d'entreprise au travers des OPCVM. Et je pense pas me tromper en disant qu'on ne sait pas combien de temps la fenêtre durera dans le contexte actuel, puisque peu de gens ont des certitudes à l'heure actuelle. Une petite question quand même, Jonathan Lévy. Il y a un an, quand les taux montaient, on a vu beaucoup de stratégies de fonds obligataires à échéance qui se mettaient en place. Est-ce que là, aujourd'hui, il faut aller sur l'obligataire via des fonds ouverts, ou donc avec des stratégies plus actives, ou au contraire, garder cette idée de fonds obligataires à échéance pour inscrire dans le marbre, quelque part, l'opportunité qu'on aura trouvée à l'heure actuelle? Alors, le principal qualité du fonds échéance, c'est que vous connaissez justement une échéance et vous pouvez la faire correspondre à votre horizon de placement. Bien sûr. Vous avez un fonds à 2030, si vous avez vous-même un projet échéance 2030, ça match, c'est parfait, l'investissement est fait pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas de projet précis et que votre horizon de placement est du long terme, vous pouvez aller dans ce cas-là sur des fonds ouverts. Parce qu'ils sont plus souples pour le gestionnaire. Il va pouvoir travailler sur toutes les sous-catégories obligataires, notamment sur la duration. Il va pouvoir acheter des obligations de durée longue lorsqu'il juge que c'est nécessaire, ou à l'inverse, des durées courtes lorsqu'il pense qu'il faut prendre moins de risques. Il y a, en plus de tout ce que j'ai dit, effectivement, un écartement entre les taux courts et les taux longs. Et ça aussi, c'est une stratégie qui est intéressante à jouer. Ce que peut faire le gérant d'un fonds ouvert flexible et ce que ne peut pas faire un fonds à échéance. Pour bien comprendre, ça veut dire que le choix entre fonds obligataires à échéance et fonds ouverts ne se fait pas en fonction du scénario que vous avez donné sur la fenêtre d'opportunité à l'heure actuelle, mais vraiment sur son scénario de patrimoine quelque part. En fonction de son horizon de placement, ça c'est le critère essentiel. Et dans le contexte de marché actuel où il y a différentes stratégies possibles, il vaut mieux laisser un peu plus de souplesse aux gestionnaires et ce qui est possible dans les fonds flexibles, obligataires. Quand on parle d'obligation, on peut parler d'obligation d'État également. On peut tout simplement investir dans un fonds euro. Quelle place pour le fonds euro dans le contexte actuel, Jonathan Lévy? Tout ça a un impact positif pour le fonds euro parce que les assureurs qui détiennent des liquidités, qui collectent de l'argent, et ça marche beaucoup en ce moment, on le voit sur les chiffres qui sont publiés tous les mois, ils vont pouvoir acheter des obligations dans de meilleures conditions, avec des meilleurs taux d'intérêt, et donc ça va permettre de reluer le stock, le portefeuille global de l'assureur, et c'est favorable pour nos clients. Donc ça, ce que je dis sur l'obligataire vaut pour les fonds en euros. Aujourd'hui, investir dans les fonds euros est un peu plus favorable. D'ailleurs, les assureurs ne s'y trompent pas. Ils ont continué leur politique en fait de versement des bonus, des versements où vous ouvrez des nouveaux contrats. Parce qu'ils veulent collecter pour bénéficier justement de la situation actuelle. Oui. Exactement, c'est gagnant-gagnant, c'est l'intérêt de l'assureur, c'est l'intérêt évidemment de nos clients et des investisseurs d'aller dans ce sens-là. Maintenant, les assureurs mettent des conditions
Et c'est rare qu'on puisse aller à 100% sur le fonds euro, ou alors que pour bénéficier du bonus, il faille mettre un minimum de 30, 40, 50% d'unités de compte. Et c'est là que la stratégie obligataire que j'ai décrite permet de compléter en fait le fonds euro. D'accord, oui, effectivement, avec de l'obligataire en étant exposé différemment finalement à cette hausse des taux. Exactement, un peu plus sur les souverains via le fonds euro et un peu plus sur les corporates, donc les obligations d'entreprise sur la partie unité de compte. Merci beaucoup Jonathan Lévy de nous avoir accompagnés dans cette première partie d'émission. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de bienprévoir.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on accueille dans un instant le premier invité de Parlons Placement.